Sortie de la semaine. Film culte et découverte en bonne compagnie. Lilian et ses chroniqueurs, les mercredis à 18h, vous présentent l'acte 1. Vous écoutez l'acte 1, je suis Lilian, je vous accompagnerai toute la durée de cette émission, le retour de celle-ci. Aujourd'hui on va parler cinéma, on va pas parler sortie de la semaine, on va parler juste d'un film qui est sorti il y a pas longtemps. Et sinon on est parti pour une spéciale Spielberg avec des invités de qualité évidemment, mon duo Clément. Comment ça va Clément ? Ça va comme d'hab. Bertie, le retour. Le retour de Bertie. Et évidemment, l'invité de l'émission, le fan absolu, celui qu'on dit qu'il a maté tous les films de Spielberg, image par image, la légende, Reda. Comment ça va Reda ? Bonsoir, ça va très bien. Je suis très content d'être parmi vous. On est très content de te recevoir. Moi aussi, je suis très content aussi de te recevoir, Bertie. Ça va être vachement fun. Tu vas pouvoir ramener de l'énergie, je le sens, dans cette émission. Ah bah, toujours. Il y en avait pas avant ? Ah, si justement, il y en a eu. Mais à Bertie, c'est un cas particulier. Des punchs, punchline, exactement. Aujourd'hui, voilà, spécial Spielberg. On va enchaîner. On va commencer par Fableman. On va s'écouter une petite bande-annonce. C'est toi, Reda, qui va nous le présenter juste derrière. Une petite chronique, comme les émissions habituelles. Et puis on s'enchaîne après la filmographie de Spielberg. On essaye de traverser celle-ci. De bout en bout. Je sais pas si on va aller jusqu'au bout, je vous préviens, vu le temps qu'on a, on commence malheureusement un petit peu en retard, mais comment dire, ça change rien au fait que ce sera toujours aussi cool. Et je couperai ce petit passage. Et comme d'habitude, on commence avec une petite pause musicale. On va s'écouter directement Jump de Van Halen pour le film Ready Player One, et on se retrouve juste derrière avec The Fableman. Can't you see what
Movies are dreams that you never forget. Sammy? The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. What kind of movie are we gonna make? You dismiss what he does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her. That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? Et ben on se retrouve du coup pour The Fableman. C'est toi qui nous présentes Reda. C'est quand tu veux. Alors, The Fableman, c'est le 35 ou 36, on en parlera, 35e film de Steven Ah, Spielberg. ça fait beaucoup, hein. Ouais. Et il raconte l'histoire du petit Sammy Fableman qui grandit en Arizona, à Phoenix, Arizona, avec ses parents, et on va assister à la naissance de son amour pour le cinéma à travers le premier film qu'il voit en salle avec ses parents, qui est The Greatest Show on Earth. Ouais. Le film de Très belle rêve. 2000, ouais. Et qui ouvre le film. Et c'est comme ça, à partir de ce moment-là, qui sera le premier élément déclencheur qui va reproduire les séquences de ce film, dont on parlera sans doute un petit peu plus tard. Et va s'en suivre au fur et à mesure le récit et le drame familial qui va s'orchestrer, puisqu'on va le voir grandir, ce petit Sammy Fableman, déménager, tourner ses premiers films avec déjà d'abord, dans un premier temps, ses sœurs et ensuite ses amis. Et un jour, lors d'une sortie familiale accompagné par le meilleur ami de son père, il va témoigner d'une séquence qu'il va pouvoir enregistrer avec sa Super 8 et qui va du coup transformer l'avenir de ce petit Steven... Enfin, pardon. Oh là là. Déjà. On ne sait plus comment l'appeler. Hein. Et qui va transformer complètement son avenir à lui. Et créer des l'histoire de sa traumatismes. famille, le traumatisme de la séparation familiale va s'en suivre, etc. Donc c'est en vérité un film, Sammy Fableman, vous l'avez bien compris, c'est Steven Spielberg lui-même qui a du coup raconté une bonne partie de son enfance et le début de son adolescence jusqu'à son premier pied, on va dire, et quel premier pas, plutôt, dans l'industrie du cinéma hollywoodien. C'est très drôle parce que du coup, juste avant, tu nous as dit « Ah, moi je sais pas pitcher, je vais vous faire un truc, ça va être long et tout. » Non, mais là, c'est moi, ce que je viens de faire, c'est pas fait. Qu'est-ce que tu en as pensé du film en fait? Est-ce que tu en tant poses que vraiment grand la fan. question? Non, mais écoute, je vais t'expliquer. que- Je l'ai vu en avant-première en novembre au Grand Rex. Et depuis, je l'ai vu 6 fois, donc voilà ce que j'en pense. Ah oui. Ouais, parce que franchement, le film, du coup, il est sorti quand Il est Sorti le 22 février. exactement. Ouais, 22 février, ça fait un moment, ça se voit qu'on n'était pas là pendant longtemps. Malheureusement, le film a été victime aussi du piratage, puisqu'il est sorti en octobre pour les Oscars, pour la saison des Oscars. C'est vrai que les Oscars. Et donc en fait, tout le monde Il avait était déjà le film, dispo. il était Ouais. déjà dispo sur le net avant même qu'il sorte en salle chez nous le 22. Et les premières avant-premières datées, je crois que la première en France, c'était celle du Grand Rex pour les 90 ans en novembre. Et puis il y en a eu d'autres après. Il y a eu
pour la première fois, et je préfère le souligner parce que vous connaissez tous Monsieur Fabien Baumann, notre ami, on connaît bien, auteur à positif, pour la première fois la une positif, et donc une avant-première positive de The Fabelmans aussi en janvier, puisque en février c'est lui qui faisait la une du magazine. Comme quoi on a des grands au CLCF. Non mais des pointures. On en reparlera aussi, mais c'est aussi enfin une reconnaissance. C'est très rare, hein, vous regarderez dans l'histoire du cinéma qu'un film en France fait la page de couverture de positif et en même temps des cahiers du cinéma. Et là, The Fabelmans faisait les deux. Là, quand t'arrives là, c'est vrai. France. Hein, c'est vrai, on rappelle, il y a eu de la compète entre eux, il y a eu une guerre entre ces deux journaux. Donc c'est très rare que tu tombais sur la même. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Je suis quasiment. C'est sûr que ça n'arrive pas tous les mois, ça c'est évident. Et cela dit, là, peut-être Paul Thomas Anderson les a mis d'accord une fois sur la. Et encore, je suis sur lequel peut-être sur The Master, mais je suis pas sûr. Okay. Master, je sais qu'il fait la page de couve de positif. Puisque dernièrement, on avait sorti Licorice Plaza. Pizza. Pizza. Licorice Plaza, ouais. Mais tu sais que la pizza même au là, j'y réglisse. pensais à le dire. Exactement. Bah écoute, encore un film génial. Bah là, il est assez particulier ce film parce que du coup, c'est pas lui qui nous fait entrer dans un monde. Enfin, cette fois-ci, il nous fait pas entrer dans un monde, il nous fait entrer dans son monde à lui, son passé, à travers cette famille. Du coup, en vrai, je comprends pourquoi il a appelé The Fabelmans. The Spielberg, ça passe moins. Ça aurait été un peu trop. C'est l'homme fable, tout simplement. C'est ça. Significatif. Et puis en plus, c'est très autobiographique évidemment, et on va aussi en plus d'avoir l'aspect pour les cinéphiles. Les cinéphiles seront servis puisqu'il y a des petits éléments déclencheurs de certains, soit aspects, on va dire esthétiques ou de décor ou de mise en scène qu'on va retrouver à travers le film comme ça un peu éparpillé. Donc on va pouvoir voir plein d'éléments de transition, etc. Puis des idées de mise en scène. C'est vrai. Non mais c'est totalement vrai. Et en plus à travers, je me suis rendu compte que il faisait évoluer du coup sa mise en scène avec son évolution à lui à travers sa filmographie des 35 films du coup qui sont sortis juste avant. Et ça passe même sur de l'artisanat. Enfin quand tu vois, il dit comment t'as pu faire les gunshots et tout. Enfin je trouvais ça assez représentatif de l'artisanat qu'on peut retrouver dans le métier en fait. Et pour comme ils appellent ça les Américains, le crafting. Le crafting, ok. Et c'est quand même quelqu'un qui a fait des films pour peu cher, mine de rien. On parle vraiment d'hyper budget, d'hyper grand budget plus tard dans ces hyper grosses productions. Mais même si Jurassic Park aujourd'hui c'est 60 millions de dollars. C'est rien. Ridicule par rapport à ce que ça rapporte. Mais il a toujours eu 2-3 problèmes de budget, je crois, dans les années 80. Il n'aurait jamais réussi à. Alors, il a toujours été très rentable, très rentable. Ouais, rentable. Mais par contre, avec des dépassements. Ouais, c'est ça, voilà. Le pire, je crois que c'est l'un de ses premiers, c'est Dans de la mer où ça s'est très mal passé. Oui, mais du coup, après derrière, il a tout éclaté sur le retour d'argent, clairement. Bien sûr. Au box-office, il a tout éclaté. C'est là où, les gens ont vraiment commencé à lui faire confiance parce que du coup, imagine, il foirait ce coup-là. Je pense que là, on n'aurait pas de Steven Spielberg aujourd'hui. Si Les Dents de la Mer avait foiré, clairement, il y aurait pas de du coup, c'est le ticket gagnant bien avant en fait. Je pense que de toute façon, un génie comme lui aurait quand même eu une carrière. Mais c'est vrai qu'après Les Dents de la Mer, c'était un pari quoi. Ça devient le crack et puis tout lié. Et puis même l'histoire. On reste sur The Fabelman, on peut aller sur The Fabelman si tu veux. Mais l'histoire est absolument géniale. La manière dont il a récupéré le scénario de Jaws. C'est vrai, c'était un bouquin avant, non ? Alors c'était un scénario qui s'était retrouvé sous forme de roman, un peu synopsis, une espèce de synopsis détaillé, roman qui se trouvait dans les bureaux de ses producteurs. Et il est parti les rencontrer. Ce jour-là, ils n'étaient pas là tout de suite. Il a vu le truc sur le bureau. Il s'est dit tiens, Jaws, qu'est-ce que c'est ? Il chope le truc, il s'en va avec le week-end, il le lit. Et il revient le lundi suivant avec le scénario en disant je veux le faire. Et les mecs lui disent non, on a mis déjà un autre réalisateur dont j'ai oublié le nom, mais qui venait de cartonner avec un western qu'il avait réalisé, qui devait être le réalisateur de Jaws. Et donc lui déçu, il dit bon ok, ça sera pas mon prochain projet, tant pis. Le film Jaws, donc lui il décide il voulait mettre une espèce de baleine à la place du requin. Il avait Moby Dick de Houston. Il voulait peut-être refaire ça. Et ça a pas plu aux producteurs qui l'ont mis de côté et qui lui ont finalement proposé à Steven Spielberg. Ok, franchement. Mais la Fabelman, tout le monde l'a vu là, ça. Ouais, du coup, moi j'ai franchement pour dire mon avis, j'ai kiffé le film. Par contre, je suis désolé, j'ai pas vibré. Mais par contre, j'ai kiffé le film. J'ai été le voir avec Elisa, camarade en scénario, et nous on discutait justement derrière. Et
Ouais, j'ai kiffé le film, mais je sais pas, j'ai pas vibré, et peut-être que je m'attendais trop à vibrer devant ce film, parce que Steven Spielberg, ça a été vraiment une grande partie de ma vie, comme beaucoup de gens. Clairement, là, moi c'est le nouvel Hollywood, c'était mon truc d'enfance. Mais tu m'avais dit que sur ce film, toi, tu t'attendais à un truc de cinéma. Le cinéma, il est pas si présent que ça dans le film, c'est surtout la famille, quoi. Ouais. Exactement. Et puis en vrai, je m'attendais aussi peut-être, en tout cas, c'est ce que m'a vendu la bande-annonce, c'est m'intéresser beaucoup plus à lui et moins du coup à une séparation d'histoire entre il y a lui, il y a sa famille et non, c'est tout, il y a lui et sa famille, mais que les deux sujets soient aussi présents l'un que l'autre. Peut-être que je m'attendais que ce soit plus sur lui et du coup je sais pas. Ça reste sur lui parce qu'il est spectateur de tout ce qui se passe dans sa famille. Donc, et c'est même lui qui crée justement le drame. Ça va même au-delà. Et je sais pas si on va parler d'un des plans d'une séquence qui... Parlons-en. Il met presque en scène en fait. Malgré lui, en fait, il arrive à presque mettre en scène sa vie familiale alors que en passant par le montage... Enfin, en vérité, c'est un film... On peut geeker sur des petits détails de cinéma. Il met sa mère quand même dans sa première salle de cinéma, c'est presque le placard déjà d'E.T. Où il cachera E.T., il ira le voir avec, où le personnage d'Eliott ira avec sa sœur et son grand frère voir E.T. dans le placard. Et donc quand il installe sa mère dans le placard, c'est déjà des prémices de ça. Donc à part ces petits moments justement où on geek un peu, et on va aussi parler de la fin. Non, mais moi je trouve ça bien. J'aurais aimé peut-être plus voir de ça. Oui, mais justement, c'est quand même mis en abîme. C'est-à-dire que ça reste omniprésent, qu'il est, même s'il contrôle pas tout, mais on le voit dès l'enfance. En fait, il dirige son père, par exemple. Il y a une séquence qui est super importante, qui va servir de transition une fois qu'il a été traumatisé par la séquence du train qui déraille dans The Greatest Show on Earth. Il dirige son père avec la voiture pour qu'il se stationne pile poil devant la maison en le filmant. Donc il met en scène l'arrivée de la maison, et juste après la transition, il met la main à la Indiana Jones, on a les mêmes transitions. On le retrouve plus tard avec une ellipse où il est scout, il se retrouve dans le désert avec le même foulard que... non mais ça, il est trop fort, il est juste trop fort. Le jeune Indiana Jones qui est joué par... River Phoenix. Merci Clément. Moi pour le coup, j'ai pas vu tous les grands succès. Ils sont pas tous visibles, je trouve. Non, mais je les ai pas vus moi personnellement. Moi j'avais Mais viens chez moi. Non, mais j'ai les Laserdiscs, les DVD, les VHS. Les Laserdiscs. Ouais. J'ai Jaws en Laserdisc. Ah non, mais je parle pas de ce qu'il a présenté, mais je les ai pas tous repérés en fait. Je dirais ça. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Par exemple, E.T., je ne l'ai pas vu. Jurassic Park, je ne l'ai pas vu. C'est vrai que il y a plein de films que je n'ai pas vus. Oui, voilà. Il faut la vidéo pour comprendre. Non, mais Bertie serait une invitée particulière dans cette émission parce que du coup, elle a découvert Spielberg par quelques films dernièrement. Donc toi, c'est assez frais dans la tête. Je le connaissais d'avant, mais sans savoir que c'était lui. Et du coup, je me suis un peu refait ça pour me préparer pour l'émission. Ouais. Et là, effectivement, moi, tu me dis ça là, j'avais pas du tout capté que du coup, c'était le placard de E.T., le truc de Indiana Jones et tout. Ouais. Mais je trouve que des fois, c'est pas assez final, visible. ça n'entrave il y en a plein, mais c'est pas le but du film. Ouais, voilà, et ça n'entrave absolument pas le film. C'est pas du tout. Moi, ça m'a aucunement empêché de faire des conclusions, de comprendre le film. Et je trouve que c'est du coup des clins d'œil qui sont hyper bien faits parce que même si t'es un spectateur vierge de Spielberg, c'est un peu étrange comme ça. Peut-être que l'erreur de la com, ça a été de dire que c'était autobiographique. Que c'était autobiographique parce que c'est un film qui se regarde aussi sans savoir que bien sûr, mais de toute façon, c'est un drame familial de toute façon, on n'a même pas besoin des enjeux très forts sans même savoir que c'est lui, c'est son histoire. Après 25 minutes d'émission, j'aurais peut-être te demander ton avis sur le film, Clément. Globalement, moi c'est pareil, j'ai bien aimé le film. J'avais juste 2-3 réserves sur on va prendre la dernière séquence avec David Lynch. Le spoil. Je rigole. Ouais, non mais c'était déjà annoncé, je crois, il l'avait dit. Que je sais pas si je l'ai pas compris ou je l'ai trouvé un petit peu hors du film. Et le reste, c'est comment Spielberg se départ. Alors, toi, tu me disais qu'il était humble. Moi, je le voyais un petit peu comme une autocongratulation de lui-même. Surtout dans les séquences où il fait toutes ces expérimentations, les trucs comme ça. C'est un peu le petit génie, quoi. Et mais ça l'est vraiment. Mais je sais pas, je l'ai un peu vu comme ça. Après, ça reste un film. Les 3 premiers plans, on sait déjà que c'est Spielberg. C'est hyper codifié, etc. On comprend son style. Et puis avec Bertie, on avait on n'a pas trop compris, je pense, le perso de Michelle Williams.
Ah oui, moi j'ai beaucoup de mal avec Je me suis demandé si elle était folle ou si elle était. J'ai pas trop compris le personnage. C'est vrai que la séquence avec John Ford, elle peut. En fait, quand je parlais de la manière dont il est humble dans la vie, c'est quand on interroge. Moi, je me suis bouffé beaucoup d'entretiens et d'interviews de Spielberg, mais plusieurs entretiens. Il avait un caractère un peu très fort à l'époque. Jeune, c'est normal quand tu arrives dans le nouvel Hollywood, que tes amis sont aussi Coppola, Scorsese, De Palma, George Lucas, des bons amis. Voilà, et ils ont eu le succès qu'ils ont eu tous. Donc forcément très rapidement après voilà. Mais je pense que même maintenant avec toute l'expérience et les films qu'il a fait, en ayant franchement quasiment tout fait au niveau des genres de cinéma et à chaque fois qu'il a touché à un genre, il faut voir quand même que ses films s'élèvent au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il est quand même dans les c'est sûr. Donc avec ça, quand tu l'entends parler aujourd'hui, tu te dis voilà, c'est quand même encore un fan de cinéma, un fou de cinéma, et de la manière dont il pourrait être espèce de maestro qui décide de pas parler à Paul Thomas Anderson à la DGA pour faire un entretien, et il le fait. et quand il le fait, il est tout et aujourd'hui par exemple il aime les cinéastes jeunes d'aujourd'hui qui regardent tous les films. Enfin, c'est dans ce comportement-là qu'il est un cinéaste encore en recherche, qu'il est humble dans ses collaborateurs avec qui il est resté toutes ces années. Vous vous rendez compte, John Williams, Michael Kahn qui est son auteur. On va en parler de John Williams. Enfin voilà, tous ces donc c'est dans ce comportement-là en fait que c'est encore un cinéaste humble. Et la séquence avec John Ford, c'est effectivement, le film dit que c'est un petit génie, mais surtout qu'il était prédestiné. Ça, c'est important. Oui, il y a beaucoup de fatalité. Et forcément, et tu vois, il dit, j'ai eu du mal à écrire cette histoire parce que peut-être que... Je me dis, il y a de parler bien. Là, je me dis, au cas où. Peut-être que... Ah voilà, mieux. Je me dis qu'on va perdre de la voix de Reda. Peut-être que justement, il fallait non seulement qu'il se livre à raconter son histoire un peu perso, et en plus qu'il montre justement son futur talent, en fait, qu'il expose. Mais... La rencontre avec John Ford, donc ceux qui connaissent bien Spielberg la connaissaient déjà. Je me permets. Mais la surprise du chef, parce que c'est quand même la surprise du chef, moi je m'y attendais à la rencontre parce qu'elle déclenche qu'il a 17 ans. Oui, imagine t'as 17 ans, tu es un fou de... Je dis une bêtise, t'es un fou de foot. Non, 17 ans, c'est déjà un peu trop tard pour un fou de football. Mais t'es un futur footballeur. Même un fou de musique. Et t'as 13 ans, tu rencontres Zinedine Zidane. Ah, le best. Qui te donne un conseil sur le contrôle de balle. Le numéro 10. Tu vois, et ben là, c'est à peu près ça. Et tu le gardes. Et tu le gardes. Ouais, toute ta vie. Et là, tu rencontres John Ford, dont tu es fan, puisque tu connais par cœur L'homme qui tue à Liberty Valance. Tu rencontres Stagecoach, il le connaît aussi par cœur. Faudrait que je me fasse sa filmographie à John Ford. On parlera de John je Ford crois que j'en aussi, ai vu peut-être un ou deux avec mes grands-parents. Pour lui, c'est pas n'importe qui. Il savait pas qu'il allait le rencontrer, et quand il le rencontre et qu'il comprend que c'est lui, mettez-vous à la place du gamin. Enfin, du gamin qui a 17 ans et qui va rentrer, mettre un pas dans Hollywood. Moi, donc, ça m'a bien pas sûr choqué, que ça galvanise, mais ça, c'est comme si t'es. Mais c'est peut-être le rythme aussi qui m'a un peu. C'est très posé, quoi. Mais c'est ça. Donc, de mon côté, pour conclure, j'ai kiffé, mais j'ai pas vibré. Mais et ça me manque. Je pense que ce détail, il me manque, tu vois. En fait, tu vas le revoir assis à côté de moi, comme ça, je vais te faire vibrer. Franchement, mais quand tu pleures pas, je frappe. Je serais vachement partant pour le revoir avec toi. Non, moi, je suis ému par le film. Pour des raisons très ça reste une masterclass. Moi j'ai adoré le voir, j'ai passé un super bon moment dans ce film. C'est des thématiques qui m'affectionnent, que peu importe dans les films que je regarde, dans les films les futurs films que je veux faire, ceux que j'ai déjà fait. Donc voilà, et puis j'ai un lien très fort avec lui, puisque indirect, parce qu'il a été on m'a offert très jeune un jeu qui s'appelait Faire un film avec Steven Spielberg. C'était un jeu sur CD-ROM. Tu nous avais raconté. Je t'ai raconté. Qui te permet de recréer des films. Bon, et tu réalisais vraiment avec des conseils de Steven Spielberg. Je veux le retrouver. C'est un jeu sur PC qui est incroyable. Tous les techniciens venaient. Donc on apprenait déjà pas mal de choses. C'était hyper ludique. Ça t'apprenait plein de choses. Et en fait, bon, t'avais des séquences qui étaient déjà tournées et des plans dont il y a que Steven Spielberg qui sait les faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, même quand tu regardes The Fabelman, t'as raison Clément de dire que son style est identifié. C'est-à-dire que un peu à la méthode de Scorsese aussi. Tu vois 3 plans de Scorsese et beaucoup par le montage aussi. Tu sais que c'est lui. Bah là, c'est Spielberg, c'est pareil. Tu fais même plus attention au découpage technique tellement c'est imbriqué comme ça dans l'histoire. C'est la vraie fusion des 3 écritures. Et dans tous ces films, c'est toujours la même chose. Alors, il y a eu le style qui a changé en fonction
de son association avec Janusz Kaminski, le chef opérateur avec qui il a commencé sur Schindler, si je dis pas de conneries. Normalement, c'est sur Schindler qu'ils commencent ensemble. C'est toi le spécialiste. Ouais, je crois, sans dire de conneries, que c'est avec Schindler qui commencent ensemble. Et depuis, même avant, c'est un ballet, c'est des festivals de plans, d'appareils qui sont... Maintenant, il arrive à faire des plans, des travelling. Qui sont censés être les plus fluides du monde, mais qui sont quand même en sensation épaule. C'est incroyable. Tu vois sur le truc de la voiture avec l'orage. Là, tu vois à fond que c'est Spielberg. C'est dingue. C'est ça. Ouais. Mais moi, je trouve quand même que c'est un mec. Tu vois ses films, tu peux te dire je sais pas si c'est Spielberg, parce que je trouve que son style il est hyper simple, hyper facile à comprendre. Facile et simple, c'est pas. Non, mais c'est même pas péjoratif. C'est plus, il est compréhensible de tous, et ça c'est, je trouve, pas facile à faire. Je trouve qu'il a réussi à créer une universalité vachement... je veux dire, il fait des films dans tous les genres et quasiment, on a tous vu un Spielberg. En vrai, il faut pas mentir, on a tous vu au moins un Spielberg. En vrai de vrai. Même moi. Mais je trouve que dans sa manière d'écrire ses films, de les composer, on arrive tous à trouver notre compte. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi, fait que c'est quelqu'un qui fait des films qui sont faciles, simples et vraiment... Facile d'accès. Ouais, facile d'accès. Oui, non. Oui. Non, pas facile à faire. Non, pour moi, c'est facile dans le sens où c'est facile de les comprendre. C'est accessible, ouais, ok. C'est accessible et c'est pas un cinéma hyper élitiste. Il faut avoir vu tel film, lu tel livre, avoir telle référence à telle minute. Mais tu peux aussi... T'as pas besoin de fouiller très loin pour vite le voir. Exactement. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a de tout pour tout le monde. Et je trouve que c'est pas donné à tous les cinéastes de faire des films comme ça. Non, d'avoir été aussi complet et inclusif dans en une fait. Filmographie. Ouais. 35 films, 36, allez, si on compte Firelight, c'est pas rien. Enfin, c'est énorme en fait, on se rend pas compte. C'est des cartons à chaque décennie. Au vu du temps qui nous reste, en vrai, et vu que dans la conversation on divague beaucoup et c'est vachement cool, et j'ai envie de garder ce mood, on va pas forcément faire les films un par un. Je pense, là, comme c'est listé sur le conducteur, on va plutôt partir sur des petites thématiques, des questions ou des interrogations. Comment la découverte. Ouais, c'est ça. La découverte. Et du coup, j'en ai... La découverte de qui? De quoi? Le premier film, le premier film que j'ai vu, moi, c'est Jurassic Park, tu vois. Du coup, c'est bien. C'était la découverte, c'est bien. Clément, vas-y, commence. Voilà, moi, le premier film que j'ai vu, c'est Jurassic Park, parce que j'étais fan de dinosaures. J'avais une encyclopédie comme ça, j'apprenais les trucs par cœur. Et après j'avais enchaîné surtout avec les Indiana Jones, je pense que c'est mes autres qui sont préférés. Et après je me suis fait plusieurs films, on a fait Ryan, etc. Mais Jurassic Park, c'est mon entrée dans Spielberg. Voilà. Okay. Clément, t'as quel âge sans indiscrétion quand tu 26. découvres quand tu découvres Jurassic Park? Hier, je vais faire le calcul. Non, j'ai pas 26. Tu le vois au cinéma? Non, c'est pas au cinéma. Okay. Donc ça devait être à 2005, 2006, un truc comme ça. Ah oui, tu le vois plus tard. Okay. Ouais. Mais voilà. Ok. Bertie, du coup, c'était quoi? Parce que alors, j'hésite parce que soit c'était Tintin au ciné. Voilà. Un peu mitigé. Et soit c'était Indiana Jones, mais le dernier, le 4. Le 4, ok. Ouais, je sais que j'ai vu le 4. Franchement, si t'as pas aimé Tintin, effectivement, les deux premiers films que tu regardes, ça a dû faire mal. Mais alors, non, moi j'ai beaucoup... Indiana Jones 4, j'avais bien aimé Indiana Jones 4. Non, le 4, moi je le trouve super. Oui, le 4. Moi j'ai vu le 4, j'avais bien aimé, franchement. C'est un délire. C'est pas... Mais moi, par exemple, je le trouve supérieur au Temple Maudit, alors que le Temple Maudit, c'est déjà... Ah merde, je l'ai remis en ouais. Ah ouais? Ah, moi, c'est... t'es pas juste un fan de Spielberg. En fait, t'es carrément dans sa peau parce que lui aussi, c'est son. Le Graal. Mais du coup, Spielberg aussi, celui qu'il aime le moins, c'est le Temple Maudit. Oui, t'es vraiment dans sa peau en fait. Non, mais en plus, il y a juste des trucs qui sont superbes en mise en scène dans le Temple Maudit, comme dans tous ces films. Mais si tu les compares ensemble, les Indiana Jones, pas dans sa filmographie, mais entre Indiana Jones. Crystal Skull, c'est la guerre froide, il y a les Russes, il y a la bombe nucléaire. Le 3, c'est mon préféré. Le frigo avec la zone nucléaire, les mannequins, quand Harrison Ford se rend compte qu'en fait il est dans ça ressemble à la 4e dimension, ou Twilight Zone qu'il a produit aussi. C'est génial. Non, le 4, ils ont tous craché dessus. Attends, si on parle des films qu'il a produits, moi mon premier alors c'est les Goonies. Les Goonies. Parce que moi, les Goonies, ça, j'ai vu ça. C'est mon père, il a dit maintenant, on va se poser, on va regarder un vrai film. Non, mais produit, c'est produit.
Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même une énorme. Mais je trouve qu'il y a quand même une énorme touche de Spielberg. Non, mais oui, mais quand j'ai vu les autres, je me suis dit totalement. En fait, moi, c'est vraiment quand je dis nouvelle, ouais, c'est tous ces films-là. Les Goonies, plus particulièrement. J'ai adoré. Alors, c'est pas mon film préféré. Par contre, ça a dû être le film que j'ai dû voir le plus de fois dans ma vie. Je te jure, c'est mon film du dimanche. Je me pose canapé. Ah ouais. C'est les Goonies. Moi, je l'ai vu une fois par an. Je pourrais tout te dire. Je l'ai vu une fois. Vraiment petite, je devais avoir bien 7 ans. Je m'en souviens par cœur. Par cœur, je sais tout ce qui se passe, je sais tout. Mais tu sais pourquoi Sinoc il débarque en Superman sur le bateau. Non, en vrai, je me souviens plus autant tout par cœur, mais je sais que je vois toutes les scènes. Il débarque en Superman parce que non, mais je me souviens tout, en mode je me souviens toutes les images. Qui a fait Superman. C'est pour ça qu'il arrive en Superman. Richard Donner. Ah oui, c'est pour ça, oui, j'avais lu ça. Il est devenu handicapé après lui, ça. Il était handicapé après lui. Non, c'est pas Richard Donner, c'est Christopher Reeve. C'est Christopher Reeve qui joue le Superman de Richard Donner. Ouais, il a été paraplégique. Chute de cheval, très sévère chute de cheval. Oui, d'ailleurs, c'est marrant cette anecdote parce que du coup, quand j'étais petit, que je l'avais entendu, pour moi, c'était Superman qui s'était pris un coup de cheval. Et tu vois, j'étais en mode, mais pourquoi il va mal? Pourquoi il va pas résister, quoi? C'est triste. Man of Steel. Mais bon, voilà. Donc, peut-être pas tous les films produits parce que sinon, on va pas. Non, il a beaucoup mais en tout cas, moi, les Goonies, c'est vraiment un truc que j'ai. Alors, Spielberg, c'est quoi? C'est 200 films, 200 productions. Il a dû faire 60 réalisations dans sa vie. Ouais, maintenant, tu rajoutes les séries télé, ça fait beaucoup. Ouais, avec les séries télé, etc. Et d'ailleurs, en parlant de séries télé, il a réalisé le premier épisode de Columbo. Ça, c'est une info que j'ai découvert vraiment pour cette émission. T'as spoilé la question que j'avais. C'est pas grave. Effectivement, il réalise. Alors, attention, il réalise pas le pilote. Il réalise le premier épisode de la saison 1, c'est lui qui le fait. Mais non, ce que je voulais dire, oui, les contraintes, c'était assez intéressant parce que du coup, ça a vraiment fait partie de toute sa filmographie où du coup, ce qui est fort et ce qui fait qu'on se souvient de Spielberg, c'est comment il va répondre à ces contraintes. Et du coup, la première, effectivement, c'est Les Dents de la Mer avec ces putains de requins qui est pas étanche, qui coulent alors qu'ils sont dans un tournage qui est quand même risqué. Ils veulent surfer sur un truc qui a fonctionné. Ils partent sur une île parce que du coup, lui, il veut pas tourner dans les bassins. Donc, il trouve une île avec du coup c'est de la mer, c'est un lac. Ouais, c'est une mer du coup où ils peuvent s'éloigner assez loin du bord et ils sont à 9 mètres de profondeur. C'est des gros enjeux avec du coup c'est son premier film, c'est la première fois qu'on lui fait confiance sur ça. Il y a tous les problèmes qui. Non, c'est pas son premier film. Non, c'est pas son premier parce que du coup il y a Sugar Land Express et du coup Duel. Mais non, mais c'est le premier gros film qu'il fait en soi. C'est un budget supérieur et puis il est déjà il a une petite cote dans le sens où il sort de Sugarland Express avec un prix du scénario à Cannes. Oui. Quand même. Mais ça en fait il a géré sur les premiers trucs parce que même Duel, tu vois, qui a été un film qui est passé à la télé et qui est même sorti au cinéma du coup par la suite, quand même pour un premier long métrage. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Le mec, il a géré de ce côté-là. Et bon, il a failli quand même se faire virer du film. C'est-à-dire qu'il était à quelques minutes, ou même presque, elle a peut-être pas géré quelques minutes, quelques heures ou jours de se faire virer du film et se faire remplacer. Et il y a eu des interventions de certains amis producteurs qui sont venus lui sauver les miches. Et pendant le tournage, c'est même Martin Scorsese qui raconte ses visites. Ils sont très potes tous, c'est pas un secret, tous ceux que tu as cités du Nouvel Hollywood tout à l'heure, et qui vient le réconforter sur le tournage parce que ça va pas. Il va pas bien. En sachant qu'en plus, Richard Dreyfuss, un de ses acteurs fétiches qui joue le rôle du scientifique, du spécialiste des squales, il refuse de faire le film au début parce qu'il snub, il dit moi j'ai rien à jouer, j'ai pas la première. Et finalement, l'histoire fera que c'est son. C'est quand même l'un des rôles les plus connus de Richard Dreyfuss. Et voilà, bon bref, en tout cas tournage cata, mais voilà. Je crois que c'est au niveau des chiffres, c'est. Oui, du coup derrière ça fait paniquer tout le monde et après il a géré. Mais voilà, au niveau des contraintes d'effets spéciaux, ça travaille tout par quoi. Il y a eu le map painting, je crois, du coup avec. Je sais jamais comment on appelle ça, le map painting. Ouais, il a continué du coup les animatroniques. Évidemment, on parle de Jurassic Park avec. Alors t'avais déjà un petit peu de CGI, mais il y a quand même de l'animatronique, je crois, sur Jurassic Park. Ouais. Il y en a un petit peu, Jurassic Park. Ah oui, c'est que ça. Il y a très peu. Ouais, il y a beaucoup de numérique. Il va y avoir du numérique forcément, mais il y a encore les vélociraptors sont complètement faits. Ça commence à faire une séquence de la cuisine, peu importe. Dès que tu vois les vélociraptors et de l'humain, c'est de la vie. C'est animé. E.T. pareil. C'est assez fou. Moi, franchement, j'ai découvert un peu l'histoire de ces effets spéciaux l'année dernière. J'étais revu un peu du coup là pour l'émission et je trouvais c'est toujours assez folle. C'est ce qu'il a parcouru. Donc il y a du coup les animatroniques, il y a du coup le mélange avec la 3D du coup. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour le T-Rex, c'est l'animatronique et
Les images de synthèse. Les images de synthèse, exactement. Il y a E.T. D'ailleurs, il a refait une version d'E.T. avec. Oui, ils ont amélioré un peu. Du coup, ils l'ont mis en visage. image de synthèse au lieu d'un animatronique. Et il y avait tout ce côté. Et justement, en parlant de contraintes, on revoit encore ça dans E.T. Le monstre en soi, enfin E.T., c'est pas le monstre, mais il fonctionne pas à la lumière, tu vois, en soi. Du coup, il est toujours caché dans la pénombre au sein du film. Du coup, parce que c'est l'être qui est caché, qui doit pas être vu. Mais en fait, déjà Et du coup, toutes ces contraintes, ça va parcourir toute sa filmographie. Et à chaque fois, la manière dont il y répond, ça fait de l'objet central du film, en tout cas. Ça prend une grosse partie dans la narration de chacun de ces films. Et ça, mais après, il va aussi les utiliser dans les films d'époque. Ouais. Dans les films d'époque où ça va être capital. Bon, alors peu dans les couleurs pourpres parce qu'on est sur un drame historique. Les couleurs pourpres, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil, hein, c'est les années 80. C'est un chef-d'œuvre. Danny Glover, Whoopi Goldberg. Voilà. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et c'est adapté d'un roman. Là. Mais dans les films, dans Ryan, il y a énormément d'effets spéciaux et pas que. Pyrotechnique sur le tournage avec des explosions de partout, etc. Il faut quand même faire après les tracés de balles. Il y en a énormément dans le film. La multiplication il a quand même fait des figurants, mais c'est pareil. La multiplication des corps des soldats. Lui, il n'était pas en quête. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est important quand on disait son père le scientifique et sa mère l'artiste, parce que c'est ça aussi le cinéma Spielberg, c'est cette espèce de mélange des deux. C'est le mix. Le mix de la technicité du scientifique. Et lui, pour moi, elle est très. Enfin, elle est naïve, non. Spielberg, il a un talent aussi, et ça il faut le faire, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'entourer aussi des meilleurs. C'est-à-dire que pour s'entourer des meilleurs, il faut que les mecs se disent lui c'est un crack, on y va. Non, mais il est tombé au bon moment. Parce que c'est ça aussi. Il tombe avec les meilleurs. Il a des chefs opérateurs sur Indiana Jones qui sont incroyables. Il a Donald Trumbull, j'arrive jamais à dire son nom de famille, qui fait les effets spéciaux, les effets numériques, les effets visuels de Rencontre du troisième type, et qui rendent des espèces de couleurs, les vaisseaux aliens qui sont de toutes les couleurs comme ça, qui déambulent dans les rues de la nuit du Nevada ou peut-être de la Californie, je me souviens plus exactement où se passe le film, plusieurs états, mais en tout cas voilà, il s'est toujours entouré des meilleurs dans tous les autres domaines, que ça soit au son, au montage, la collaboration avec les mecs d'ILM, qui sont les potes de George Lucas, qui sont à la pointe de la technologie avec Star Wars. Dans tous ces films-là, il y a des prouesses technologiques, certes. Moi, je pense que c'est pas trop, c'était pas trop son leitmotiv. C'était pour la façon la meilleure de raconter, la meilleure façon de raconter l'histoire, c'était sans doute de crafter, d'inventer des trucs pour que ça fonctionne. Mais en fait, le truc, il est pas comme Cameron. Ah non, mais pas du tout. C'est pas péjoratif, au contraire. Mais Cameron, qui lui, en plus lui, c'est un chercheur dans la technologie, dans l'avancée technologique. La performance, quoi. Lui, c'est dans la narration. Voilà, Spielberg, c'est le conteur, c'est le plus grand conteur du cinéma. Merci. Donc, c'est vrai. Toi, tu gagnes des points. Mais du coup, en termes, pour revenir sur mes termes par rapport aux effets spéciaux, on a quand même Minority Report avec la séquence de la bagnole où ils viennent s'échapper et t'as la caméra qui suit la bagnole, qui sort, qui rentre de la bagnole, qui vient s'éloigner quand le personnage du père gueule. Enfin, c'est des moments impossibles qui pouvait pas se faire à quelques années auparavant, et il a évolué avec la technologie et il l'a toujours mis au service de sa narration. Et en même temps, les mecs de la brigade de la police là, qui le coursent, à un moment donné, ils sont avec des espèces de roquettes un peu à la Rocketeer, mais ils sont vraiment suspendus à des câbles. C'est ça aussi le mélange incroyable du craftsman, du vrai artisan. C'est que il y a les deux, il y a constamment les deux dans son film. Il y en a un qui est encore plus un puriste que tout le monde et qui fait aussi ça, c'est Nolan, qui lui fait tout faire péter dans tous les plans. Premier plan, le plan tout pète pour de vrai, ou tout est. Mais c'est ces mecs-là, heureusement qu'ils sont encore là, parce qu'ils font vivre le cinéma. Tu parlais du cirque. Le cirque, on est dans le cirque. En parlant de Fableman, de côté sur Earth, de toute façon, ça parle de ça aussi. Donc c'est l'idée de la création, elle est pas substituée du tout aux effets spéciaux numériques. C'est pour ça que du coup. Ah non, mais totalement. Voilà, c'est pas non plus sa quête, quoi, en fait. Là, justement, sur cette course-poursuite de Minority Report, c'est parce que justement, c'est la merde. Il y a toutes les voitures, il y a tout ce qui se dégrade autour, donc c'est la panique la plus complète. Et en fait,
Et c'est comme ça dans ce genre de séquence, on se dit, il n'y avait pas autrement pour tourner cette séquence-là. Et du coup, heureusement qu'il l'a tourné maintenant, que la technologie pour le faire, elle arrivait maintenant, etc. Et à chaque fois, il évolue. Et à chaque fois, on se dit, il y a pas d'autre. Il y a plusieurs fois, on se dit, ouais, il n'y a pas d'autre façon de filmer ce truc qu'avec ça. Et du coup, l'apogée, c'est quand même, en termes de technologie, c'est Ready Player One. Qui se passe dans Stéphane, voilà, mais du coup encore une fois là il utilise. Il est pas très haut dans ma liste moi. Mais encore une fois tu vois là c'est l'effet, tu vois, quand on rentre dans le monde virtuel, la caméra vient s'approcher de la gueule de l'acteur, sa gueule passe en 3D avant de rentrer dans le casque pour faire enfin voilà, c'est toujours au service de la narration et donc, du coup là il y va à fond avec Ready Player One. Il enchaîne les images de synthèse, c'est à foison. Non, c'est pas du coup des images de synthèse, c'est. Ah bah si, là il y a de. Enfin oui, du coup, mais je crois que c'est la motion capture. C'est un festival de mise en scène aussi. C'est un festival, oui. Mais ouais, faut aimer le méta. Mais bon. Voilà, je pense que alors rien que pour les séquences de Shining. Les séquences de Shining. Alors t'as deux trucs. Ils rentrent dans l'hôtel, ils doivent aller chercher une clé là-bas. Si, je me rappelle. Et t'as même la musique de Shining. Enfin, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas, je l'ai pas vu. En parlant de Steven Spielberg et de Stanley Kubrick, c'est Tonton qui va adapter les Napoléons rêvés, fantasmés de Kubrick qu'il a jamais pu faire, et qui va les adapter. Alors sous forme d'épisodes mini-séries en fait, qui vont être longs. Chaque épisode sera dans la durée d'un long métrage. Puisque de toute façon il y a le film de Ridley Scott qui va sortir avec Joaquin Phoenix, mais je suis impatient. Mais tout le monde fait des trucs sur Napoléon là. Oui, mais c'est la famille Kubrick qui va confier à Spielberg. C'est un projet, voilà. Alors la question c'est, est-ce que ça je suis pas capable de répondre encore, c'est ce qu'il va lui réaliser tous les épisodes ou est-ce qu'il va faire il va peut-être le showrunner. J'espère pas, j'espère qu'il va les faire lui écoute, alors j'ai une annonce à vous faire par contre. Qu'il fasse une partie mais qu'il fasse aussi distribuer. Ouais, mais tu vois, Band of Brothers, il a jamais réalisé un épisode. Alors Tom Hanks en a réalisé un, ton chéri. Mais enfin ton chéri. Oui, non mais je le kiffe. Voilà. Mais lui il en a pas réalisé. Par contre, j'ai une annonce à vous faire. J'ai une annonce à vous faire et une proposition. Actuellement, il est 21h. C'est-à-dire que l'émission doit se terminer. Il est déjà 21h. Ouais, il est déjà 21h. Par contre, du coup, l'école va fermer, donc on n'a pas le choix. L'école va fermer à 21h, t'es sûr ? 21h30. Le temps de ranger tout le matos, de récupérer tout, on n'a pas le choix. Par contre, vraiment, je vous dis, est-ce qu'on fait une partie 2 en fait ? Tout simplement. Ah oui, carrément. On peut faire une partie 2, moi je suis chaud. On fait une partie 2 où du coup. Par contre, on fait le jeu là vite fait ou pas ? Vous voulez faire on fait le jeu ? Vous voulez faire le jeu vite fait ? Vas-y, on fait le jeu vite fait. Vas-y, trop chaud. Alors. Donc le jeu, c'est je suis comme un con. Le jeu, c'est est-ce que tu connais bien Tonton ? Ok. On a un buzzer ou quoi ? On a un buzzer. C'est pas classé dans c'est le la tête temps, de Clément. Mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a un petit élément. Spielberg ok. a plusieurs acteurs et actrices fétiches avec qui il a tourné. Et donc la première question concerne Richard Dreyfuss. Combien de films Steven Spielberg a fait avec Richard Dreyfuss ? Moi je dis on fait. 2. Ok. Au plus on proche. Les a dit. Attends, le dis pas. Au plus proche, moi j'en dis, il en a fait 5. 5. Alors 2, vas-y. 2. Alors, toi, tu vas avoir du mal à en chercher 5. Tu veux le jouer ? Il faut les citer après ? Bah oui, il faut. Non mais. Il en a fait qu'un. Il en a fait qu'un. Il faut les citer, mais il faut dire le bon score. Et 5, c'est faux. On a dit les deux. On a dit Les Dents de la Mer et on avait dit. Tu vas réécouter l'émission. Non, je l'ai. Attends. Moi, je t'aurais dit 2 aussi, mais je peux pas. Les Dents de la Mer et. Non, c'est pas E.T., non. Rencontre du troisième type. Et ben la bonne réponse c'est 3 exactement. Parce que vous oubliez. Il n'a même pas répondu. Ah oui, Always. Richard Dreyfuss va mourir. Ah oui. Audrey Hepburn. J'ai pas vu ce film-là, mais du coup j'ai lu le pitch de cet aviateur qui meurt. Film fantastique, drame fantastique, Ghost avant l'heure. Ouais. Avec John Goodman. Bon, du coup j'ai le point. Et c'est des aviateurs. C'est super. Je sais plus comment on appelle ça le vent. Les pompiers avec les avions qui jettent de l'eau. Ah, les hydravions. Ah ouais, les hydravions. Ouais, c'est ça. Je suis traumatisé par ce mot. Ok, donc c'était 3 avec Richard Dreyfuss. Ok, j'ai quasiment le point. Alors. T'as le point. Ok, merci. Question Indiana Jones. Attention, c'est pour Clément celle-ci. C'est facile. Qui était pressenti par Steven Spielberg lui-même pour interpréter Indiana Jones au départ? Tu me l'as dit en plus. Ouais, je te l'ai dit. Je le savais. Ah, c'est Pétard.
Non, mais je te jure, c'est un truc que tu m'as dit, mais le premier truc que tu m'as dit, je crois. Oui, je sais, je m'en rappelle, mais je me rappelle Bah, plus. dis-le, parle. Attends, Je donne un indice. Ouais. Vas-y. Ferrari rouge. James Dean? Non, non. Non, moi j'ai pensé bagnole direct, MDR. Ferrari rouge. Ferrari rouge. Allez, je donne un autre indice. C'est un homme, on le savait. Higgins. C'est dans quelle série ça, Higgins, Ferrari rouge? Magnum, vous connaissez pas Magnum? Ah, bon, bah là, j'aurais jamais pu te citer. Donc, Magnum l'interprète, et d'ailleurs. Tom Selleck. Tom Selleck. Oui. Tom Selleck, erreur de carrière fatale. Ah ouais. Ben oui, il plante. Alors, je suis pas sûr que ça soit que à cause de lui, mais il plante Steven Spielberg pour Magnum. Bon, c'est très bien Magnum, hein. Oui, mais là, tu avais l'opportunité de jouer Indiana Jones. Il doit avoir les boules. Non, Magnum, c'est. Mais Tom Selleck reste quand même l'homme avec la moustache la plus sexy au monde. C'est ça. Cette série est absolument géniale. La moustache de cet homme, c'est clair. C'est alors, cuir, moustache. Alors là, on va augmenter un petit peu. C'est un peu plus dur, un peu plus spécialiste sur la musique et Steven Spielberg. Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de John Williams, justement, c'est l'occasion. Ouais. Combien de films Steven Spielberg n'a pas fait avec John Williams, justement? Je dirais 4. Alors. Il n'a pas fait. Alors, du coup, 4. Du coup. On a Ready Player One, pur hasard. qu'il a fait avec Alan Silvestri. 1. Il a Son fait tout premier, il l'a pas fait avec. La couleur pourpre, c'est pas lui. 2. Je sais que c'est pas lui. Et c'est qui? Je sais Quincy pas. Jones. Ah ouais? Ouais. Quincy Jones qui fait la rivière pourpre. La couleur pourpre, la rivière pourpre. Mathieu Kassovitz. Son nouveau Indiana Jones, c'est ça. Son tout premier, c'est pas Williams. Donc, comment il s'appelle le tout premier? Duel? Non, l'autre avant. Sugarland Express? C'est pas lui. C'est leur première collaboration à Sugarland. Ouais. Ça, c'est Williams? Ouais. Il y a Duel, il y a pas de musique. Ouais. Ok, bah, alors j'en ai. Putain, merde. Je dirais qu'il y en a 4. C'est moi, j'ai dit en première. Hein. Il en manque un, et c'est récent. Il en a 3. Oui, il y en a 3. Tintin. Non, non, c'est pas Tintin. Fabelman? Non, Fabelman, c'est West Side Story. Non plus. Ah, bah purée. Non, c'est Lincoln. Non. Pas mais on est un peu plus tard. C'est le Pont des Espions. Ah oui, c'est vrai, c'est le Pont des Espions. Et le Pont des Espions, c'est Thomas Newton Howard. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que je peux me permettre de gagner un point quand même? Oui, vas-y, gagne-le, récupère-le. Ça fait 3. Bon, question Soldat Ryan, facile. Oh là 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 là. Ryan. Quel est le... Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est simple. Bon, déjà, capable de me sortir tout le casting, donc ça c'était en option. Mais dans Soldat Ryan, qui interprète le dernier des frères Ryan? Ah, putain, c'est Matt Damon. Non, c'est pas... Non, c'est Matt Damon. Ouais, Matt Damon. Et alors, qui est chaud pour envoyer le casting? Parce qu'il y a du lourd en casting. Ok, vas-y. Attends, ok, vas-y, je suis chaud. Ok, je tente. Tout à l'heure, t'en as dit 2 déjà. Tom Hanks. Vin Diesel, Matt Damon. Ça, c'est ceux qu'on a déjà cités. Donc Tom Sizemore. Ouais. Ah bah vas-y, attends. Bien joué Clément, je l'avais pas. Après, là ils sont durs parce que je les connais. Ah mais non, enfin, ça c'est dans Munich, je dis de la Ah, merde. J'allais dire Mathieu Kassovitz. Le mec qui joue dans la 25e heure là, de Spike Lee, le sniper là. Barry Piper. Je l'aimais trop, c'était mon chouchou. Il est trop fort dans Ryan. Il butait tout le monde, mon chouchou. Incroyable le sniper. Après dans l'équipe... Ah putain, moi, le Toubib c'est... Merde. Ouais. J'ai pas son nom, il joue dans Avatar. Ouais, moi il joue dans Avatar, il joue dans Friends aussi. Putain, j'ai oublié son nom, ça m'énerve. Mais dans Friends, c'est pas un des personnages principaux. Non, il joue le mec de Phoebe. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, lequel, le russe ou le petit blond, enfin, celui qui parle aussi ou le mec tout bizarre dans Friends. Je sais qui c'est, le petit blond. Sa mort, elle est incroyable. Ce type dans Ryan, c'est blessé au foie. Moi, j'ai pas eu tout mon dernier. Incroyable. Attends, mais il y a qui d'autre? Il y a Paul Giacchino qui joue le... Ah putain oui c'est vrai, celui avec le pied, celui qui est blessé. Thunder. C'est vrai que c'est lui. Enfin, mais je les ai oubliés moi. Moi j'aurais pas du tout. Moi franchement j'avais les 3 premiers que t'as dit, mais après j'étais perdu. Et tu vois c'est pas des noms qu'on connaît forcément, mais déjà leur gueule tu... Ouais, les gueules, exactement. Ça c'est les gueules que tu connais. connais. Un casting assez incroyable. À l'époque il a pas pété en plus. Donc voilà, puis Matt Damon aussi. Matt Damon il sort de Will Hunting et Spielberg le chope comme ça. Donc gardons de contenu pour la partie. Ouais. Continue les questions. Mais après c'est moi qui me fais engueuler. C'est moi responsable. Bon, combien d'Oscars a-t-il remporté? 3. Donc on a répondu ça tout à l'heure. Une en réal et 2 pour son meilleur film. Waouh, j'entends. Combien de fois a-t-il été nominé au plus proche? Ça c'est ma question. Bon, la série phare, donc c'était... question annulée. Tout à l'heure. Alors, très simple, combien de films a-t-il fait avec Tom Cruise? Allez. 2. Ouais. Minority Report et World Wars. La guerre du monde. Très bien. Ouais, très bien. Purée. Facile encore. Dans l'Empire du Soleil,
qui interprète on n'en a pas parlé de l'Empire Non, du Soleil, c'est les années 80, on en reparlera. Qui interprète un rôle de James Graham. Alors, putain, on l'avait dit. Mais oui, c'est non, c'est presque. C'est je sais plus. C'est American. J'ai plus le nom du titre. American Psycho, c'est Batman, c'est The Machinist. Christian Bale. Christian Bale. Je voulais pas les dire pour pas qu'il ait trop. Premier rôle de Christian Bale à 13 ans. Avec Malkovich qui joue aussi dans cette merveille des. Tu vois, et là, on parlera peut-être du point de vue de l'enfance dans le film de guerre et tout. Mais on va retourner, je pense, sur l'enfance parce qu'on va pas assez parlé de l'Empire du Soleil. Il faut qu'on en parle, c'est sûr. C'est ouf. Une petite dernière question. Allez, une petite dernière question. Bon, tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. Mince, c'est dommage. Je sais pas si ça va compter. Ça compte. Dans E.T. Tout le monde a bien E.T. Quel est le film de John Ford que Elliot imite avec sa camarade en cours de sciences nat? Tu l'as dit, la liberté, là. Non, c'est pas ça. Libertyland. C'est pas celui-là. C'est John Wayne. La liberté dans la vallée. Non, l'Indien et la liberté. Non, attends. Tu les mélanges tous. John Wayne. John Wayne dans un film de John Ford. Et le petit imite. Par imite. mimétisme, mais parce qu'il fusionne avec E.T. C'est incroyable parce que E.T. est en train de regarder l'extrait de film à la maison. Et comme ils sont connectés. C'est pas les Sentiers de la Liberté, un truc comme ça? Non, c'est pas John Ford. C'est pas la Vallée de la Liberté? C'est pas les Sentiers. Oui, les Sentiers de la Gloire, bon, ça arrive. C'est Kubrick. Et donc, ils fusionnent tellement qu'en fait. Oui, du coup, ils ressentent la même chose. Il refait exactement les mêmes gestes que John Wayne fait dans le film, et c'est l'homme tranquille. Ouais, tu l'as dit un peu. Et qui en affiche dans la séquence de Fableman. Je croyais que tu allais dire il retourne au cinéma. J'étais triste pour un truc en parlant de cette séquence, c'est qu'il manque une affiche d'un de mes préférés, John Ford, et d'un des meilleurs qui s'appelle Madeleine Clementine, et il n'y a pas Madeleine Clementine en poster. Il faudra lui demander pourquoi. Ça, c'est scandaleux. On ira lui faire un petit mail. Un scandale. Je l'envoie en recommandé. Nickel. Voilà, si tu dois t'arrêter là. Non, une dernière question bonus. Mais t'as déjà gagné, Bertie. Question bonus. Catch Me If You Can. Oh oui. Si on va mélanger. Ok, y a pas de souci. Question Catch Me If You Can. Comment Leonardo DiCaprio prétend s'appeler à sa rencontre avec Tom Hanks? Barry Allen. Oui. Barry Allen en hommage à Flash. Pas mal. Et que Tom Hanks se fait avoir dans la voiture. Ouais, exactement. On va finir sur cette petite imitation. On va faire une partie de cette émission. J'ai vraiment trop envie de. Ouais, non, mais ça, tu vas effacer quand je fais aussi. Moi, t'effaceras quand je dis que j'ai pas vu les films, s'il te plaît. Je mettrai ta voix sur tous les films dont on a parlé. Clément, par contre, ton préféré, t'as un Spielberg préféré? C'est Jurassic Park, le premier. C'est le préféré, celui-là. Moi, ce sera peut-être Ukuwiti dans le top 3 avec du coup ce que j'avais dit, le rencontre du troisième type. Mais ouais, on va se terminer, on va dire au revoir sur cette émission. Du coup, je vais te donner du travail pour la. Vas-y. Toi, finir mon émission, bordel de merde. Si t'arrives à voir les 31 films qui te restent, parce que t'en as vu 4. Pas de soucis, let's go. Vas-y. Facile. En une nuit. Voilà, merci beaucoup d'être venu pour cette première partie du coup de cette émission spéciale Spielberg. Flash news, quoi, première partie en fait. Voilà, on est content. Merci beaucoup à Reda d'être venu. Franchement, ça c'était top. Tu nous as offert un contenu de malade. Et puis, du coup, des avant-premières, des infos exclusives. Exactement. Je sais pas si du coup je mettrais des émotions des musiques dans l'émission parce que du coup on n'a pas coupé. Mais le générique de Catch Me. Peut-être que oui, peut-être que tu veux mettre pour Catch Me If You Can, on va terminer sur cette musique qui va être du coup Come Fly With Me de Frank Niasta pour le film Catch Me If You Can. Attrape-moi si tu peux en français. Exactement. Et puis on va se retrouver sûrement la semaine prochaine. En tout cas, on va essayer de se retrouver le plus tôt possible pour tourner une petite partie 2 et continuer cette émission de Spielberg, de ce personnage incroyable. Donc à la semaine prochaine. Le goth. Some exotic booze. There's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me. Let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me. Let's take off in the blue. Once I get you up there where the air is rarefied,
we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Pack a small bag